Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 30 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Île-de-France. Vous trouverez dans la description de cet épisode tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. Aujourd'hui, j'aborderai la publication des correctifs de sécurité d'Apple pour ses principaux systèmes d'exploitation, un avertissement du CERT-FR qui met en lumière une vulnérabilité dans MongoDB, un groupe de sénateurs américains qui exprime son inquiétude quant au soutien potentiel des États-Unis au traité sur la cybercriminalité de l'ONU. En réponse à l'exclusion de plusieurs mainteneurs russes du Linux, la Russie envisage de créer sa propre communauté de développement open source et de cybersécurité, pour pallier à cette discrimination. Et enfin, pour finir, le botnet Prometei qui continue de cibler des systèmes vulnérables pour le cryptominage. Apple vient de déployer des correctifs de sécurité pour l'ensemble de ses systèmes d'exploitation, incluant iOS, macOS, iPadOS et watchOS. Ces mises à jour cruciales pour iOS et iPadOS visent à corriger des vulnérabilités susceptibles de compromettre la confidentialité des données utilisateurs. Parmi les points sensibles, on relève 4 vulnérabilités liées à Siri et une autre dans Accessibility, permettant à un individu disposant d'un accès physique au dispositif de consulter des informations sensibles. Une faille potentiellement critique en cas de vol d'appareil. Quelques détails. La CVE 2024-44-274, c'est une vulnérabilité dans Accessibility qui, en cas d'accès physique, pourrait permettre la divulgation d'informations confidentielles. Cette faille a été corrigée dans iOS 17.7.1, iPadOS 17.7.1 et watchOS 11.1 et les versions ultérieures grâce à un renforcement de l'authentification. La seconde CVE, c'est la CVE 2024-44-282. C'est une faille dans le framework Foundation Fondamental pour les systèmes Apple, notamment en matière de gestion du système de fichiers, qui permet une divulgation des données via une analyse incorrecte de fichiers. Ce problème est résolu par une validation améliorée des entrées sur iOS 17.7.1, iPadOS 17.7.1 ainsi que les dernières versions de macOS, tvOS et visionOS. Et enfin, la troisième vulnérabilité que j'aborderai, c'est la CVE 2024-40-867. C'est une faille dans iTunes qui exploite une gestion défectueuse des URL personnalisées. Ça va permettre à un attaquant de contourner la sandbox du contenu web. Et cette brèche, cette vulne concrètement, va ouvrir la possibilité d'accéder à des données sensibles et d'interagir avec d'autres composants du système, compromettant ainsi l'intégralité du dispositif. Là, il n'y a pas de miracle. C'est une mise à jour iOS et iPadOS vers la 18.1 qui va apporter vraiment la solution et la rémédiation pour le renforcement de la validation des entrées. Une vulnérabilité critique a été identifiée dans MongoDB, affectant les versions spécifiques des composants MongoCrypt v1.so et MongoCryptD. Cette faille permet à un attaquant de porter atteinte à l'intégrité et à la confidentialité des données. Défense One nous informe que des sénateurs américains alertent sur les risques du traité de l'ONU sur la cybercriminalité, redoutant que la participation des États-Unis ne légitime des politiques répressives portées par des régimes autoritaires comme la Chine et la Russie. Dans une lettre adressée à des hauts responsables menée par le sénateur Ron Wyden, ils insistent sur la nécessité pour les États-Unis de ne pas s'aligner sur des pays qui utilisent le numérique pour bafouer les droits humains. Les sénateurs craignent que le traité en l'état ne permette des définitions trop larges de la cybercriminalité et de la surveillance sans garantir de protection suffisante pour les utilisateurs. Ils mettent en avant le risque de criminalisation de certaines recherches en cybersécurité et intelligence artificielle menées de bonne foi. Ce traité obligerait les pays à adopter des lois permettant à leurs autorités d'accéder aux systèmes informatiques et aux données personnelles, une mesure que les sénateurs estiment dangereuse pour la confidentialité et le chiffrement des communications. Ils prennent l'exemple de l'Iran, où ce cadre pourrait légalement justifier la surveillance de la population, en particulier des femmes et des filles. Des États comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord sont parmi les principaux acteurs de la cybercriminalité, selon l'agence américaine de cybersécurité CISA. La Russie milite depuis 2017 pour ce traité, espérant établir un cadre favorable aux pratiques de surveillance à grande échelle. Selon les sénateurs, cette convention offrirait aux États, surtout à ces États, une influence accrue dans la définition des normes internationales de surveillance et de renseignement. Le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche n'a pas souhaité commenter la lettre, tandis que le débat se poursuit parmi les responsables américains sur la position adoptée vis-à-vis de ce traité. J'en ai parlé sans prendre vraiment de position, parce qu'au début, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, est-ce que c'est de la cyber? Et oui, tout à fait, c'est de la cyber, mais c'est ce qu'on appelle de la privacy. Et en anglais, le terme privacy, c'est pas comme nous la vie privée. Là, on va donner le droit aux États d'espionner les populations à un niveau qui est juste
C'est Big Brother, c'est 1984, quoi. Le botnet Promotei, actif depuis au moins 2016, exploite des vulnérabilités logicielles non corrigées, notamment pour des activités de crypto-minage. Identifié pour la première fois en 2020, Promotei a infecté plus de 10 000 systèmes dans divers pays, dont le Brésil, l'Indonésie, la Turquie et l'Allemagne. Son efficacité repose sur des failles présentes dans des logiciels courants, souvent mal configurés ou faiblement protégés. En particulier, elle cible les serveurs Exchange non mis à jour et les systèmes vulnérables. L'Office fédéral de la sécurité de l'information en Allemagne la classe comme une menace de moyenne ampleur en raison de sa capacité à contourner les protocoles de sécurité. Promotei adopte une approche stratégique en s'attaquant à des systèmes sous-maintenus dans des régions à faible sécurité, exploitant des vulnérabilités telles que Bluekeep dans le Remote Desktop Protocol qui a comme une note de CVSS 9.8. L'attaque commence par des tentatives de connexion réseau généralement issues d'infrastructures connues de botnet. Une fois l'accès obtenu, le malware explore les faiblesses système, notamment des failles connues comme, on en a parlé, Bluekeep, Eternal Blue, ProxyLogon. Ça va faciliter une propagation par le protocole SMB sur tous les systèmes Windows. Alors malgré cette approche qui peut sembler très rudimentaire, Promotei s'appuie sur des techniques de maintien et d'évasion classiques mais sophistiquées. Son algorithme de génération de domaines, ce qu'on appelle un DGA, renforce son système de commande et de contrôle, son C2, en maintenant sa présence même si certains domaines sont bloqués. Il manipule les paramètres de pare-feu pour assurer la fluidité de son trafic. Il va utiliser le protocole wdigest pour stocker les mots de passe en clair dans la mémoire, qu'il exfiltre en configurant Windows Defender pour ignorer des fichiers spécifiques. Promotei vise principalement le crypto-monnaie en détournant des ressources système pour générer la crypto-monnaie, le Monero. Il installe également un serveur web Apache pour créer une porte dérobée, donc une backdoor, facilitant l'upload de fichiers malveillants ou l'exécution de commandes. Selon TrendMicro, sa présence indique souvent des faiblesses de sécurité plus larges pouvant coexister avec d'autres logiciels malveillants pour exploiter les mêmes vulnérabilités. À noter, Promotei évite les systèmes situés dans les anciens pays soviétiques, contournant les serveurs de commande dans ces régions et ignorant les comptes utilisateurs en langue russe. Ça peut faire sourire, mais il faut savoir que dans de nombreux malwares, si vous avez votre version de Windows ou de Linux installée en russe, le malware ne s'exécute pas. Enfin, pour finir cette revue d'actualité, la Russie envisage de créer sa propre communauté Linux après l'exclusion de plusieurs de ses mainteneurs du noyau, qualifiant cette décision de discrimination. Le ministère russe du numérique a annoncé vouloir renforcer sa coopération avec les pays prêts à travailler avec eux et à développer une structure alternative pour l'écosystème open source Linux d'après The Record. Ça va aller un peu plus loin que le système open source Linux. Cette décision fait suite donc au blocage des 11 mainteneurs russes en raison de diverses exigences de conformité d'après Linus Torvalds, le créateur de Linux. Les mainteneurs concernés sont majoritairement associés à des entreprises sous sanctions américaines, considérées comme menaçant la sécurité nationale ou les intérêts économiques et politiques des États-Unis. Les experts russes en cybersécurité dénoncent cette exclusion, estimant qu'elle pourrait nuire à la confiance et à la qualité du développement Linux. Un spécialiste de Kaspersky, lui-même sous sanctions américaines, a mis en garde contre l'accroissement de la suspicion envers des contributeurs russes. Ivan Ponchenko, cofondateur d'une entreprise russe en open source, estime que l'impact immédiat sera limité, les contributions russes au niveau du kernel Linux étant relativement modestes. Cependant, il n'exclut pas la création de nouvelles versions distinctes dites des forks du noyau Linux par des développeurs russes. Alors ça existe déjà, la Chine fait un fork de Linux, la Russie a aussi déjà une distribution Linux qui s'appuyait sur une Mandrake, donc ça venait de chez Mandrakesoft à l'époque, mais ils avaient décidé de faire un fork. Donc les restrictions vis-à-vis des développeurs russes, c'est pas quelque chose de nouveau. L'an dernier, un développeur russe avait vu son compte GitHub bloqué et ses dépôts archivés en raison de sanctions américaines et canadiennes. C'est vraiment une situation qui va encourager la Russie à intensifier ses efforts pour construire une infrastructure technologique indépendante. La Chine l'a prouvé, aujourd'hui elle est capable de se passer d'Android. Elle n'est pas encore au niveau d'Android, mais elle est capable de mettre un système d'exploitation pour appareils mobiles différents. Une dernière information qui vient de tomber, on a appris que le mardi 29 octobre 2024 à 19h40, le cybercriminel à l'origine de la cyberattaque de Free et qui a mis la main sur 19,2 millions de comptes clients ainsi que 5,11 millions d'IBAN, annonce avoir trouvé preneur. Une partie tierce serait déboursée 175 000 $ pour mettre la main sur ces données. Cette information provient de Sax ou Gentil Hacker. Ce qui est terrible, c'est que les copies d'écran montrent
un compte sous le nom de Riff, la parodie du concurrent de Free, en expliquant bienvenue chez Riff, le concurrent créé par Free pour écraser Free. C'est lunaire. Alors, qui a payé? C'est ça la vraie question. Est-ce que ce sont des cybercriminels? Est-ce que c'est une entreprise en cybersécurité qui a eu mandat? On ne saura sans doute jamais. Ou au contraire, ça sera un livre qui sera vendu, revendu, réamorti, à suivre. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du mercredi 30 octobre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets, si vous souhaitez voir aborder dans de prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.